Alors, bonjour et bienvenue à cette cinquième journée du symposium annuel de la FCFA sur l'immigration francophone. Et non, je ne suis pas Émilie Nicolas, je m'appelle Serge Quintet et c'est moi qui animerai vos discussions aujourd'hui. Je vous remercie tous et toutes d'être ici en notre compagnie. Quelques petits rappels d'intendance avant de débuter. First of all, we do have interpretation in English integrated to this Zoom webinar, should you require it. You may also access English versions of the PowerPoint presentations being shared today. It's on the symposium website. Je vous rappelle aussi que nous avons un formulaire d'évaluation en ligne de ce symposium. Votre opinion est très importante pour nous aider à améliorer les contenus et les présentations. Donc, le lien vers ce sondage SurveyMonkey, je vous le partagerai dans le chat à la fin de ce webinaire. Nous aurons aussi une période des questions après les présentations que vous entendrez. Le chat sera ouvert pour l'entièreté de ce webinaire, mais nous vous demandons de, s'il vous plaît, ne pas écrire en privé aux panélistes qui doivent d'ailleurs pouvoir se concentrer sur leur présentation. Donc, au cours de ce symposium virtuel qui roule maintenant depuis lundi, nous avons abordé ensemble 4 grands morceaux. Tout d'abord, lundi, nous avons réfléchi ensemble à la question des définitions inclusives de la francophonie. Mardi, nous avons abordé le thème de la réduction des inégalités économiques et sociales pour une meilleure inclusion des personnes noires. Mercredi, nous nous sommes répartis en ateliers pour discuter, d'une part, des communautés accueillantes francophones, ensuite, des suites du forum, des forums, en fait, des réseaux en immigration francophone sur le racisme, et en troisième lieu, des nouveautés en immigration francophone. Hier, nous avons parlé finalement de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'immigration. Aujourd'hui, dans cette dernière journée, nous allons parler de comment favoriser la cohésion communautaire en contrant le racisme. Nous avons 4 panélistes qui vont nous partager leurs réflexions sur les pratiques et les conditions qui favorisent la cohésion communautaire en milieu minoritaire et la lutte contre le racisme. Donc, je vous présente immédiatement notre première panéliste, Amina Triki Yamani. Elle est chercheure à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Elle travaille sur les minorités racisées, les personnes immigrantes et les minorités religieuses depuis plus de 20 ans. Ces 2 champs d'expertise sont le milieu de l'éducation et le secteur du travail. Elle est l'auteure de nombreux travaux et textes de conférences sur l'intégration socio-économique, linguistique et religieuse des personnes immigrantes au Québec et en France. Et enfin, elle détient un doctorat en sciences de l'éducation et 2 post-doctorats en éducation et études ethniques. Madame Triki Yamani, je vous cède la parole. Vous avez 15 minutes. Bonjour tout le monde, j'essaye de partager. Voilà. Alors, excusez-moi, je suis en train d'essayer de partager mon PowerPoint. Voyez-vous quelque chose? Oui, et si vous allez en bas, voilà. Et maintenant, on voit votre présentation. Alors, merci beaucoup pour cette présentation, Serge. Ce que je pourrais ajouter sur ma personne, c'est que je suis moi-même immigrante francophone provenant d'Afrique et installée à Montréal depuis 2006. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce que vivent les personnes immigrantes, notamment lorsqu'elles sont racisées en emploi. Elles vivent de la discrimination et malheureusement, ce fléau constitue un obstacle majeur à la cohésion sociale au Québec. Alors, dans un premier temps, je vous présenterai ce qu'est la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Ensuite, nous parlerons de sélection des personnes immigrantes au Québec.
Dans un troisième point, nous parlerons de discrimination en emploi fondée sur les motifs race, en guillemets, origine ethnique ou nationale. Et enfin, en quoi le contexte sociopolitique au Québec, notamment en temps de pandémie, marque un frein à la cohésion sociale. Alors, pour ce qui est la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, c'est un organisme indépendant créé en 1976 en vertu de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, qui, elle, a été promulguée en 1975. Un petit mot là-dessus, sachez que la Charte québécoise est antérieure à la Charte canadienne des droits et libertés de la personne, qui a été intégrée, insérée à la Constitution canadienne qu'en 1982. Alors, la mission de la Commission des droits de la personne du Québec consiste à veiller au respect des principes énoncés dans la Charte, à veiller à la protection de l'intérêt de l'enfant et des droits reconnus par la loi sur la protection de la jeunesse, et puis de veiller à l'application de la loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics. Parmi ces responsabilités, en vertu de l'article 71 de la Charte, la Commission fait enquête lorsqu'il y a discrimination, harcèlement, ou pour ce qui déborde de notre présentation, maltraitance de personnes aînées ou de personnes handicapées. Elle tient des médiations, elle représente les plaignants devant le tribunal des droits de la personne du Québec, elle fait des recherches, analyse de la conformité des dispositions des projets de loi lorsqu'ils sont soumis par le gouvernement ou d'autres parties pour voir s'il y a discrimination ou non en vertu de la charte. Elle offre également des formations grâce à son personnel d'éducation et de coopération, répond à des demandes d'information spécialisées ou des demandes d'accommodement raisonnable. Et puis enfin, elle soutient plusieurs institutions, que ce soit des organismes publics, gouvernementaux ou entreprises privées en matière d'emploi, pour ce qui nous concerne aujourd'hui dans cette présentation, pour implanter les programmes d'accès à l'égalité en emploi, qu'ils soient obligatoires ou non. Alors, quelles sont les actions de la Commission sur la discrimination ethno-raciale en emploi en particulier? Donc, comme je le disais, elle traite des plaintes, elle fait enquête, elle représente les plaignants victimes de discrimination ethno-raciale devant le tribunal des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Il peut y avoir aussi profilage racial, religieux, social en matière d'emploi, et elle va aussi traiter ces plaintes. En matière d'accès à l'égalité en emploi, on a à la Commission des droits de la personne une direction qui est spécialement destinée à ça, qui va élaborer des rapports en vertu de la loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics. Ces rapports peuvent être sectoriels, peuvent concerner un groupe visé par la loi en particulier. Ils sont en général produits annuellement. Cette direction aide aussi à l'implantation des programmes d'accès à l'égalité. Elle offre des formations spécifiquement sur l'accès à l'égalité en emploi, et puis elle surveille les programmes d'accès à l'égalité lorsqu'ils sont appliqués dans des organismes publics, mais aussi dans les entreprises soumises à l'obligation contractuelle. Je pourrais y revenir lors de la période d'échange. Alors, quelques mots sur la spécificité de la sélection des personnes immigrantes au Québec. La particularité du Québec, c'est qu'elle a, de par l'accord de 1991, qu'on appelle l'accord Gagnon-Tremblay-McDougall, elle a une responsabilité dans la sélection des immigrants du volet économique, des réfugiés et qui se trouvent à l'étranger, et des demandes traitées pour des considérations humanitaires ou d'intérêt public. Pour le côté canadien de cet accord, eh bien, le Canada sélectionne les membres de la catégorie de la famille, ce qu'on appelle le parrainage,
Le Canada sélectionne également les personnes à qui le statut de réfugié est reconnu sur place au Canada à la suite d'une demande d'asile qui relève spécifiquement du fédéral. Alors, depuis 2014, au Québec, on assiste à une refonte importante de l'immigration. Je vais vous en dire quelques mots plus loin. On a mis en place, enfin, le gouvernement précédent, celui qui est au pouvoir en ce moment, a mis en place le système de la déclaration d'intérêt. Vous savez, cette espèce de banque de candidats qu'on va mettre pendant 2 ans en attente parfois et qui, s'ils ne sont pas tirés, j'ai envie de dire, au sort, pour présenter leur demande de résidence permanente, vont devoir repostuler dans cette banque. Ça vient rejoindre un petit peu les démarches qu'il faut faire pour une entrée express au Canada. Alors, quelques mots sur l'admission des personnes immigrantes au Québec. Vous avez vu que dans le titre de ma présentation, j'ai parlé de cohésion sociale et non pas de cohésion communautaire. Et bien, tout simplement parce que le français est la langue officielle, l'unique langue officielle au Québec. 90% des francophones du Canada sont au Québec et le Québec comprend 80% de francophones, ce qui fait que les Québécois appartiennent finalement à une société francophone, contrairement aux autres provinces, à part peut-être un peu pour le Nouveau-Brunswick, une société d'accueil et qui n'appartiennent pas à une communauté francophone, j'ai envie de dire minoritaire, qui va avoir la responsabilité d'accueillir les immigrants francophones. Alors rapidement, des chiffres assez récents, je n'ai pas ceux de 2020, mais on voit que la provenance des personnes immigrantes au Québec, c'est l'Asie, c'est les pays d'Asie et puis les pays d'Afrique. On voit que l'Afrique est beaucoup moins sélectionnée. Elle l'était beaucoup plus dans les années précédentes, tout simplement parce que en Afrique, on a beaucoup de pays francophones anciennement colonisés par la France et qui encore maîtrisent le français. Mais le Québec a tendance à plus aller sélectionner ces immigrants en Asie, en Europe. Alors, avec la pandémie, parce qu'il faut faire des retours sur la pandémie, sur ce qu'on vit actuellement, on a ici, si vous voyez mon curseur, que 26 500 immigrants qui ont été admis en tant que résidents permanents en 2020, alors qu'on avait une prévision de 40 565 immigrants. Rapidement, sur les indicateurs du marché du travail de la population immigrante au Québec, vous voyez ici qu'il y a vraiment un écart très creusé. Là, je vous parle vraiment des données de Statistique Canada de 2016. Imaginez ce que cet écart peut être encore plus creusé en temps de pandémie, parce qu'évidemment, les nouveaux immigrants vont être les derniers à arriver sur le marché de l'emploi, mais les premiers à en sortir lorsqu'on vit une telle catastrophe qu'on vit en ce moment et qu'on doit resserrer un petit peu les conditions d'embauche, enfin, il n'y a plus d'embauche. Alors là, je vous parle d'une période où on était en période de plein emploi et on a une différence. Donc, on voit que le taux de chômage des personnes non immigrantes et non minorités visibles au Québec est de 6,5%, alors qu'elle est de 17,5% pour les personnes immigrantes appartenant à une minorité visible et qui étaient arrivées dans les 5 dernières années, ce qu'on appelle les immigrants très récents. Pareil, et M. Houle, lors de sa présentation, M. Houle de Statistique Canada l'a démontré avec les personnes noires du Canada, on a une différence dans les revenus annuels d'emploi qui soient médians ou moyens, lorsqu'il s'agit d'immigrants non minorités visibles, qui ne sont pas des minorités visibles, qu'on va aller chercher. Vous voyez qu'il y a
pour le revenu moyen, un écart assez important avec celui des immigrants qui appartiennent à une minorité visible. Alors, pour le point 3, et puis là, je rentre plus dans la discrimination en emploi qui est fondée sur la race, l'origine ethnique ou nationale. Le droit à l'égalité tire sa source du droit international, évidemment, notamment par la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, mais pas seulement, à travers des conventions, dont la convention numéro 111 émise par l'Organisation internationale du travail, des pactes internationaux, une convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, donc tous ces traités internationaux desquels vont s'inspirer les auteurs de la charte québécoise pour consacrer le droit à l'égalité dans cette charte. Alors, vous voyez l'article 10 de la charte québécoise des droits et libertés de la personne qui s'affiche à l'écran. Et il faut démontrer 3 éléments pour qu'il y ait discrimination. Il faut démontrer qu'il y a premièrement, vous le voyez petit 1 à l'écran, une distinction, une exclusion, une préférence qui est fondée sur, pour ce qui nous concerne, l'origine ethnique, lorsque ça sera un immigrant, mais lorsqu'on aura affaire à une plainte de la part d'un immigrant racisé, on va invoquer le motif de discrimination qui est la race, l'origine ethnique ou nationale, mais on peut aussi invoquer et là on va faire appel à l'approche intersectionnelle de la démonstration de la discrimination, la langue et la religion, mais aussi la condition sociale, lorsque on va devoir prouver cette discrimination. Un 3e élément très important aussi dans cette preuve de discrimination, c'est qu'il faut rattacher, donc dans le 2e élément, il faut rattacher la distinction à l'un des 14 motifs de discrimination interdits par la charte. Dans le 3, il va falloir rattacher l'article 10 à un autre article protégé par la charte, comme par exemple l'article 16 qui énonce le respect du droit à l'égalité en emploi, notamment à l'embauche, dans la formation professionnelle, la promotion, la mutation, la mise à pied, etc. Vous avez 2 minutes, madame. 2 minutes. Okay. 2 minutes. 2 minutes, merci. Alors, sur quoi va se pencher la direction de la recherche à laquelle j'appartiens? Eh bien, sur la reconnaissance, à travers ces travaux de recherche, avis et mémoire, sur la reconnaissance des diplômes et de l'expérience à l'étranger, sur la discrimination des personnes immigrantes et racisées à l'embauche, mais aussi en ce qui concerne leur maintien en emploi et leur promotion en emploi, et s'assurer qu'elles sont représentées de manière équitable à chaque catégorie, donc toutes les catégories socio-professionnelles. Alors, ça nous amène à notre 4e point, et puis quel est le contexte sociopolitique? Alors, quand j'ai rédigé ça l'année dernière, parce que cette présentation devait avoir lieu l'année dernière, j'avais quand même un avant-pandémie qui se caractérisait par 2 lois adoptées sous Bayon, la loi sur l'immigration et la loi sur la laïcité. Et j'aimerais, s'il vous plaît, vous lire ce qu'on peut retrouver sur le site du ministère de l'immigration suite à la promulgation de la loi sur la laïcité. Chaque demandeur chaque immigrant pourrait lire ça. La valeur de la laïcité se vit dans le domaine public au Québec. Elle interdit le port d'un signe religieux à certaines personnes en situation d'autorité dans l'exercice de leurs fonctions, par exemple les nouveaux policiers, les nouveaux procureurs, les nouveaux enseignants. Donc, c'est ce que pouvait voir le résident permanent lorsqu'il allait se renseigner sur le site du ministère. On a eu aussi droit au Québec à des actes haineux suite à la
promulgation de ces deux lois. Beaucoup de cas de profilage racial qui nous amènent à tout ce qui s'est passé cette année en temps de pandémie, notamment à travers les mouvements pan-canadiens, Black Lives Matter, et puis surtout au Québec, le refus du gouvernement de reconnaître l'aspect systémique, et c'est l'une des rares provinces, si ce n'est la seule, à ne pas reconnaître l'aspect systémique du racisme, à avoir nommé très récemment, excusez-moi le terme, un homme blanc comme ministre responsable de la lutte contre le racisme. Nous en avions déjà un ministre des Affaires autochtones. Et puis, ce qu'on vit aussi, ce qu'on a vécu, ce que vivent les personnes immigrantes et racisées au Québec, notamment à Montréal, c'est l'exposition des employés aux risques liés à la pandémie, notamment dans les secteurs de la santé, du commerce, de l'État, de la fabrication, etc. Et vous savez que les premières personnes touchées sont les personnes immigrantes récemment installées, les femmes immigrantes, monoparentales, racisées, des groupes historiquement discriminés. Et si j'ai encore 20 secondes pour finir, voici sur quoi il faudrait réfléchir pour une meilleure cohésion sociale au Québec. Eh bien, travailler beaucoup plus sur l'accès à l'égalité en emploi, à lutter contre les inégalités socio-économiques. Il faut que les instances gouvernementales s'impliquent plus sérieusement dans la lutte contre toutes les formes de discrimination vers les minorités racisées, et il faut poursuivre surtout la recherche sociale en matière de lutte contre le racisme et la discrimination systémique, et laisser les chercheurs issus de ces minorités visibles, qu'ils soient immigrants ou non, avoir travaillé sur ces recherches, obtenir des subventions, et puis étendre l'approche d'accès à l'égalité, qu'elle soit en emploi ou dans d'autres secteurs, à tous les secteurs de la vie. Et puis je m'arrêterai là parce que j'imagine que j'ai dépassé un petit peu mon temps. Merci Serge d'avoir été. Merci beaucoup, Madame Triki Yamani, pour vos réflexions. Et nous passons immédiatement à la deuxième panéliste. Je vous présente Isabelle Da Silva-Gill. Elle est native de la région parisienne en France. En 2018, elle est devenue directrice générale de la Société acadienne et francophone de l'île du Prince-Édouard après avoir occupé plusieurs postes au gouvernement provincial. Elle détient un diplôme en commerce international, un en anglais des affaires, ainsi qu'une maîtrise en recherche et en stratégie marketing. Elle a reçu divers prix de reconnaissance pour son leadership, son bénévolat et ses contributions. Le titre de sa présentation aujourd'hui est « L'union diversifiée fait la force ». Donc, Isabelle, je vous passe la parole. Vous avez 15 minutes. D'accord, merci beaucoup. Et puis, c'est un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Le titre, effectivement, le thème, c'est un thème qui me touche de près. Je veux dire, la question de favoriser la cohésion communautaire en contrant le racisme. Ce que je commencerai aujourd'hui par vous présenter, c'est 3 points principalement, partie de mon expérience personnelle que je partagerai. Partagerai aussi mon expérience professionnelle avec des éléments que Serge a présentés dans l'introduction. Puis des exemples concrets par rapport au processus qu'on a vécu en termes de restructuration et de changement de nom, etc. Donc, pour vraiment commencer avec mon expérience professionnelle, comme il a dit, je suis née, j'ai grandi en France. Et puis, j'aimerais ça partager un peu le processus que j'ai vécu et vu par rapport à l'intégration et le cheminement, en fait, que j'ai vécu avant d'arriver ici à l'île du Prince-Édouard. Donc, j'ai commencé, je suis née, j'ai grandi en France, oui, mais j'ai commencé par le Nouveau-Brunswick la première fois que je suis arrivée au Canada. Puis, c'était comme un programme vacances-travail. Puis, du Nouveau-Brunswick, après, je suis arrivée à Lille. Mais dès mon arrivée au Nouveau-Brunswick, je vous partagerai qu'il y avait comme un avant-goût immédiat que j'ai eu de l'esprit communautaire, vraiment qui était lié avec un sens de familiarité avec des immigrants de France qui eux-mêmes ont immigré puis qui vivaient au Nouveau-Brunswick depuis plusieurs années.
Puis vraiment, en fait, cette expérience-là, ça m'a permis en fait d'avoir un pied-à-terre au début, mais aussi ces personnes-là m'ont aiguillée dans les premiers temps. Puis c'est ça les éléments en fait qu'on oublie souvent, c'est que ben, on arrive dans une nouvelle communauté, on arrive dans un nouvel environnement et quand on parle de cohésion communautaire, il y a beaucoup plus d'éléments. Il y a le fait d'arriver dans notre pays, puis ajouter ça, le fait d'être soit une femme ou d'avoir un handicap et d'avoir une différente couleur de peau. C'est tous ces éléments-là qui font que ça peut influencer le processus de cohésion communautaire. C'est comme, je sais pas, je veux dire, on a une recette de cuisine, on ajoute des ingrédients et puis ça change le goût. Puis c'est un peu le message souvent qu'on essaie de faire la promotion, de se dire, ben, la diversité qu'on vit est là pour enrichir nos communautés. Puis c'est souvent les éléments qui sont pas tout, qui sont promus, mais des fois ils sont, comment dire, il y a un aspect négatif avec les questions comme le racisme, etc., qui font qu'on oublie cette richesse que les personnes de différents pays apportent, etc. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des organismes comme la FCFA, comme les organismes pour la promotion de la francophonie, mais de la diversité des visages. Puis je vous dirais aussi qu'en termes de mon expérience personnelle, ça a été tout un processus d'une navigation continue entre l'identité par rapport à mon pays d'origine, à mon héritage culturel, puis celle vraiment que les gens m'assignaient à cause de stéréotypes qu'ils avaient par rapport à ma couleur de peau, par rapport à la langue, etc. Puis je dirais que il y a plusieurs approches par rapport à ça. Moi, j'avais fait le choix d'émigrer au Canada. C'était J'étais chanceuse par rapport à d'autres où ils doivent fuir des dangers de leur pays. Puis là, c'est souvent un peu plus difficile. Mais heureusement pour moi, j'étais chanceuse d'avoir fait le choix de venir au Canada. Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai fait la découverte de la communauté acadienne et francophone. Quand je suis arrivée au Canada, euh, je savais que ça parlait français au Nouveau-Brunswick parce que je savais que la famille avec laquelle j'avais commencé parlait français puis qu'il y avait comme une riche communauté. Mais par contre, la surprise que j'ai eue, qui était une belle surprise, c'est quand j'ai déménagé à l'île du Prince-Édouard. J'avais aucune idée que ça parlait français à l'île du Prince-Édouard. Puis c'est ce genre de choses que on découvre sur place et puis on s'adapte, etc. J'avais découvert l'Acadie au Nouveau-Brunswick. Une de mes premières semaines, on m'a emmené à Bathurst et puis c'était la célébration du 15 août. Donc, j'ai vraiment comme été accueillie à grands bras. Puis la découverte ici à l'île du Prince-Édouard, ça a été une belle surprise parce que il y avait quelque chose que j'ai découvert sur l'importance de la langue française pour moi, que j'avais pris pour acquis. Étant en France depuis plusieurs années, etc., on n'y pense pas. On ne pense pas à la langue qui est en danger. On ne pense pas au fait qu'il y a des personnes qui vont nous juger parce qu'on parle une différente langue, on parle français, etc. Donc là, vraiment, quand je suis arrivée au Canada, ça m'a mis une claque, je vous dirais, dans ce sens-là, parce qu'on entend de l'extérieur, oh, pays bilingue, etc. Mais même à ça, je ne m'attendais pas à ce que ça parle français à Lille. Et puis quand j'ai découvert que ça parlait français, mais aussi le contexte minoritaire, toutes ces notions-là, ça m'a fait réfléchir à l'importance de ma langue. Puis ça m'a motivé encore plus à faire la promotion et puis à me battre. C'est vraiment comme les termes là, pour pouvoir garder ma langue. Puis depuis, en fait, avec tout ça, toutes ces expériences-là, je me présente à qui veut l'entendre comme africaine de sang, française de nationalité, canadienne de citoyenneté et acadienne de cœur. Puis ça, c'est des notions intéressantes quand j'en parle, quand je me présente. Et puis, je le dis avec toute fierté. Il y a une sorte de slogan là, que je pourrais porter autour de mon cou là, ou avoir une pancarte. C'est immigrante un jour, immigrante toujours. Puis ça ne me dérange pas parce que c'est une fierté, c'est quelque chose dont je suis fière. Ça a tout un historique, c'est toute et je ne parlerai même pas de bagage, mais c'est vraiment quelque chose, un patrimoine, là, un héritage que j'ai, et puis que j'ai un plaisir de partager dans mon rôle aussi. Ça sera ma transition avec mon rôle comme directrice générale d'un organisme porte-parole à la défense de la francophonie et de l'Acadie. Puis,
ici à l'Île-du-Prince-Édouard, en situation minoritaire, ça fait un grand portefeuille à gérer, mais en même temps, je ne me verrais pas faire autre chose là tout de suite parce que j'ai 3 jeunes enfants que je veux qu'ils soient épanouis dans cette communauté. Et puis, ils sont à la fois noirs et blancs, mes enfants. Puis, c'est certain que leur couleur de peau attire. C'est exotique, c'est oh, ben, les enfants métis, etc. Mais j'aimerais ça que, surtout dans la communauté dans laquelle ils grandissent, que les gens les apprécient au-delà ou qu'ils les jugent ou qu'ils les remarquent au-delà de leur couleur de peau, mais vraiment par rapport à ce qu'ils apportent en termes d'identité, puis par ce qu'ils apportent dans la communauté. Puis mon expérience professionnelle m'a aussi donné l'opportunité de rencontrer des personnes et de parler, et puis d'échanger, et puis de moins me sentir seule dans cette discussion, dans cette situation, quand on parle de situation minoritaire, quand on parle de racisme, etc. Puis, une chose aussi qu'on a faite auprès de notre organisme, et puis c'est l'exemple que je vous donnerai en termes de restructuration, c'est un organisme qui est vieux de 100 ans, et une restructuration à un moment donné, parce que quand on a un organisme de 100 ans, c'est ben, quelle est la population qu'on dessert aujourd'hui? À quoi ressemble la francophonie ici? Puis on le sait que si on regarde les 30 dernières années, etc., à l'île du Prince-Édouard, et puis je dirais à travers le Canada, le portrait a changé. Quand on parle de francophonie, on ne peut pas juste avoir un stéréotype et se dire la francophonie, c'est juste telle province ou territoire, etc. C'est vraiment une diversité. Puis je pense qu'il y avait un projet aussi qui était en place à ma couleur francophone. Puis je dirais que une étape essentielle avec l'organisme pour lequel j'ai l'honneur de travailler, ça a été l'étape du changement de nom. Les discussions que ça a apporté, vous n'avez pas idée. Société Saint-Thomas d'Aquin, un organisme de 100 ans, et puis automatiquement, il y a des personnes qui faisaient des associations. C'est vrai qu'il y avait une origine, un passé religieux, etc. Puis, très, très, très fort sur l'Acadie, etc. Et ce qu'on a remarqué au fur et à mesure des années, c'est que la francophonie et l'Acadie est devenue de plus en plus diverse et puis qu'elle a changé. Puis, c'est vraiment une remise en question, de prendre une pause, de prendre un peu de recul et se dire, est-ce que le nom est toujours d'actualité? Est-ce que l'organisme est toujours représentatif de la francophonie et de la diversité? Puis la réponse a mené à un changement de nom. Puis dorénavant, on s'appelle Société acadienne et francophone de l'île du Prince-Édouard. Mais une des choses qu'on ne voulait pas, c'est effacer l'histoire et le patrimoine, parce que 100 ans d'histoire, c'est fort, c'est riche, et puis c'est ça qui inspire aussi les directions qu'on prend pour le futur. Mais quand on parle de futur, il était important de s'adapter aux nouvelles générations, à la diversité de la francophonie et à ses différentes couleurs. Puis je pense que ça, c'est une étape importante. Puis en termes de pratiques et conditions qui sont importantes pour favoriser la cohésion communautaire, la première chose qui me vient en tête, vraiment, c'est de nommer les choses. On a beaucoup de termes là, qui circulent, on a beaucoup de, de, de mots là, qu'on utilise, mais c'est certain que c'est important de les expliquer et d'éduquer les gens pour qu'ils puissent prendre conscience des impacts que des fois, des choses qu'ils disent. On a des différents termes qui sont en circulation. On parle de racisme, on parle de discrimination. J'ai découvert le terme de microagression et puis de profilage, etc. Ça, c'est des termes forts. Et puis, ce n'est pas des choses qu'on veut prendre à la légère. Donc, de parler aujourd'hui de racisme, ce n'est pas facile, mais certainement, c'est une étape importante si on veut apporter du changement. Si on n'en parle pas, eh ben, c'est enterré sous le tapis, on fait semblant que ça ne se passe pas, puis ce n'est pas vrai. On a des personnes qui vivent des réalités. Et quand on parle, Amina a très bien exposé les différents types de discrimination, ça fait une différence dans la vie d'une personne. Et puis, je pense que c'est des choses qu'on a besoin de discuter, on a besoin d'adresser. Et puis, d'avoir des forums comme ça permet d'inspirer certaines personnes à regarder leur propre comportement, leurs propres gestes, leurs propres discours, et puis de se poser la question, est-ce que je suis raciste? Est-ce que quand j'agis comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui est raciste? Est-ce que ça peut être perçu comme du racisme? Donc,
je dirais aussi que l'écoute active est importante parce que de s'entendre, si une personne, ça la dérange qu'on utilise un certain terme, c'est important d'écouter ça, c'est important de respecter ça. D'avoir aussi une certaine curiosité personnelle, je pense, c'est une bonne pratique pour favoriser la cohésion communautaire, de vouloir découvrir, de vouloir être curieux sans avoir la question automatique. Moi, ça fait quand même, je veux dire, depuis 2007 que je suis l'élève du Prince Édouard, mais automatiquement, quand on me voit, alors, vous visitez l'île depuis combien de temps? Vous êtes touriste international ou vous êtes étudiante internationale? Qu'est-ce que vous étudiez? Donc, c'est vraiment des questions que, puis à force, je veux dire, ça me passe au-dessus de la tête là, mais souvent, je prends l'occasion, je dis, non, non, ça fait pas mal d'années que je suis installée ici, puis je suis pas mal votre voisine, donc c'est des choses qui font réagir les gens, mais à force, c'est fatigant, c'est vrai. Et puis, on parle du processus d'intégration, du processus je fais partie d'une communauté, puis on se retrouve même quand on a passé 20 ans, là, on est toujours comme, d'ailleurs, ça c'est typique de l'île, mais en même temps, ça fait partie de la culture ici, puis on l'accepte. En termes de cohésion aussi, et d'où le titre de mon allocution, c'est que quand quand je parle de cohésion, ça me fait beaucoup penser au proverbe acadien, l'union fait la force. Puis c'est pour ça que je l'ai un peu comme ajusté pour la présentation aujourd'hui. L'union diversifiée fait la force parce que vraiment, c'est une multitude d'énergie qu'on a besoin comment dire, d'exploiter, de faire qu'on travaille ensemble et puis qu'on s'écoute les uns les autres. Ça paraît comme un discours comme plein de couleurs, rêveur, mais en même temps, je veux dire, c'est l'empathie et puis les relations honnêtes et puis la communication qui font qu'on avance, les échanges qui font qu'on apprend des nouvelles choses, qu'on partage avec les gens et puis qu'on s'enrichit. Il y a plein de choses là que j'apprends des autres et puis je pense que c'est un processus qu'il est important de suivre à vie, apprentissage, pour toujours être sur cette dynamique et se dire, j'ai toujours quelque chose à apprendre, j'ai toujours une personne à découvrir, j'ai toujours des choses que je ne connaissais pas. Et puis, une fois qu'on aura arrêté de prendre pour acquis que la vision qu'on a des personnes ou la vision qu'on a des termes comme d'utiliser de race. Moi, j'avais appris il y a longtemps, il y a juste une race, c'est la race humaine. Puis, de s'assurer qu'on est pas mal ouvert à l'écoute, mais surtout tolérant et conscient du poids des mots quand on s'adresse aux gens. Voilà, merci. Merci beaucoup, Isabelle. Et vous avez fait 14 minutes et 30 secondes. Donc, c'est excellent. Je vous félicite pour votre présentation et pour votre discipline. Place maintenant à Nicole Obomsawin. Nicole Obomsawin est membre de la nation Abénaki-Dodanak. Elle est connue pour son engagement envers la revitalisation de la culture abénakise et la valorisation de l'histoire, des savoirs et des traditions autochtones. Elle est anthropologue et muséologue de formation. Elle a dirigé le musée des Abénakis de 1984 à 2006. Elle est présentement professeure à l'institution postsecondaire Kiuna. Sa réflexion aujourd'hui porte sur les liens entre les peuples autochtones et les communautés dans un contexte de diversité. Madame Obomsawin, bienvenue et vous avez 15 minutes. Votre micro, s'il vous plaît, madame. Oui, merci. Bonjour. Donc, ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour vous partager certaines réflexions en tant que membre des Premières Nations. Alors, vivant au Québec, à spécifier, parce que Premières Nations sont parmi les Autochtones qui vivent au Canada, donc Autochtones, Premières Nations, Métis et Inuit. Donc, moi, je suis Abénaki et parmi les Premières Nations au Québec, les Abénakis sont une minorité. Parmi les autres nations autochtones, il y a 11 nations autochtones au Québec et donc les Abénakis sont peut-être... on est en premier quand on nous décrit par ordre alphabétique.
les Abénakis, on commence, on est les premiers, mais souvent on est ignoré parce qu'on n'est pas nombreux et beaucoup vont voir les Abénakis comme étant tellement intégrés ou presque assimilés à la société québécoise. Donc, souvent, ben, on n'est pas assez exotique. On n'est pas assez exotique pour les gens qui veulent rencontrer des Premières Nations, des Autochtones, des vrais Autochtones. Donc, on n'a pas le visage qui correspond à notre réalité, en fait, comme porteur de cultures différentes. Donc, les Abénakis, juste pour faire un portrait rapide, ce sont des gens qui ont été au début de la rencontre avec les Européens ici, des gens qui ont été les alliés des Français. Ce qui explique aujourd'hui que les Abénakis, comme quelques autres aussi au Québec, nous sommes francophones parce que les premiers avec qui on a fait des alliances, ben, c'était les Français, en fait. On s'est alliés aux Français et cette alliance-là a duré pendant plus de 150 ans. On a aussi participé, parce que là, je fais un petit clin d'œil à l'Acadie, donc participer aussi on a aidé avec nos amis les Mi'kmaq à aider les Acadiens à se sauver, à se cacher. On a hébergé des Acadiens, on les a amenés avec nous et c'est la raison pour laquelle même aujourd'hui au Québec, on retrouve donc on y a 2 communautés abénakises sur le territoire du Québec, une dont j'habite à Odanak, et puis l'autre qui est près de Trois-Rivières, qui est Wonlinac. Et si vous regardez, vous allez voir qu'il y a une population acadienne qui reste entre nos 2 communautés et ce n'est pas par hasard. Donc souvent, ça fait partie de l'histoire ignorée du Québec. On parle peu de ça. On ne connaît pas vraiment les Abénakis. On sait qu'ils sont là au centre du Québec. Puis on n'a pas beaucoup de territoire. Alors nous, notre territoire, le territoire sur lequel on habite, les territoires de communauté qu'on appelle des réserves, ben, nous, notre territoire fait 6 km et 2 km pour le territoire de Wonlinac. Donc, on est vraiment des minorités sur des petites parcelles de territoire qui nous restent. Et donc, et puis, ben, c'est ça. Donc, ce sont la réalité des Abénakis historiques qui est comme beaucoup l'histoire des Autochtones au Québec qui est vraiment ignorée. Nous, on a cette revendication-là depuis des années de faire en sorte que l'histoire fasse une place dans l'enseignement de l'histoire pour nous faire connaître parce que c'est dommage, peu de gens au Québec encore aujourd'hui connaissent la réalité des peuples autochtones. On entend parler des Autochtones quand il y a des conflits, quand il y a des problèmes. Et là, on en parle, mais sinon, on ne les connaît pas. On doit aussi correspondre à des stéréotypes en tant que Première Nation. Donc, on devrait ressembler à quelque chose, on devrait parler une langue différente, on devrait faire des cérémonies à la lune ou je ne sais pas trop. Donc, c'est un peu caricaturé, mais c'est souvent la réalité. C'est souvent le regard que les gens ont envers nous, ceux qui ont donc, le regard qu'on pose habituellement. Donc, je pourrais dire que donc, les Abénakis ne correspondent pas du tout aux stéréotypes. Alors, vous me voyez présentement, moi, je dois me défendre pour dire je suis Abénaki et ah oui, mais tu dois être pas mal métissé. Donc, métissé, ça veut dire que tu ne corresponds pas à l'image qu'on se fait d'une Première Nation. Donc, tu dois être pas mal métissé. Donc, il faut vraiment aller dans l'histoire, aller parler, puis dire que nous, on est là. Moi, je suis Abénaki, mon nom, c'est Obomsawin, j'ai mes descendants, mais je connais mes parents, je connais mon histoire. Mais à chaque fois, il faudrait recommencer à parler de son histoire. Au Québec, c'est dommage, mais on est encore là. Puis ça, c'est au-delà des préjugés et de la discrimination qu'on peut vivre aussi quand on sort de nos communautés puis qu'on veut s'installer ailleurs.
les mêmes difficultés que les populations immigrantes, je pourrais dire. Hein? La difficulté de trouver un emploi, la difficulté de se loger, de trouver des logements adéquats. Puis on pense que c'est quelque chose qui date d'il y a 200 ans, il y a 100 ans, mais c'est encore courant. On reçoit encore des choses, des indices que ça ne se règle pas, c'est encore actuel. Il y a encore des gens qui se font refuser des logements. C'est encore parce que la population des Premières Nations a cette particularité qu'on est en expansion, c'est-à-dire qu'en expansion démographique. Peut-être moins chez les Abénakis, mais autour au Québec, les Premières Nations ont beaucoup d'enfants. Donc, 5, 6 enfants. Donc, quand on veut se loger, ça devient un problème. Loger une famille avec 5, 6 enfants, ça devient un frein pour se loger. Donc, on vit au quotidien, il y a encore beaucoup de discrimination et de méconnaissance, je pourrais dire, de la place qu'a joué les Premières Nations dans l'histoire du Québec et l'histoire du Canada. Donc, je fais du pouce aussi avec ce que Isabelle a mentionné tout à l'heure. Souvent, les gens sont curieux, posent des questions, mais des fois, ils ne sont pas sensibles à tout ce qui peut nous affecter comme façon de discuter. Ah oui, mais vous, tu sais, puis bon, on présume des choses à notre place. On s'attend à ce que les gens vont répondre, qu'on réponde à leur façon de nous voir finalement. Alors, il y a tout le biais inconscient. Ça, c'est un terme assez récent aussi. On parlait tout à l'heure des nouveaux termes, microagressions, etc. Mais là, il y a le biais inconscient aussi. Les gens qui ne sont pas conscients, qui ont un biais, qui vont nous parler, puis qui pensent que ça fait pas de différence. Et puis finalement, ben, c'est que les Premières Nations vont tourner le dos, puis vont s'en aller et ne répondront pas. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, il faut vraiment être sensible à tout ça. Puis quand souvent, les gens aussi vont nous dire, quand on dit notre nom, quand les gens ne nous voient pas, disent notre nom, tout simplement, ben, les gens vont dire, est-ce que vous êtes d'ici ou vous êtes d'ailleurs? Vous venez de quel pays? Donc, c'est comme bizarre de se faire demander ça quand on est les premiers habitants du pays. Donc, et puis, pour ce qui est des gens qui viennent, d'ailleurs, c'est vrai que parmi les Abénakis, on a beaucoup, maintenant, on a des conjoints qui viennent du Québec, de différentes origines. Et donc, ben ça aussi, ça fait qu'on a des jeunes, des enfants qui sont de couleurs différentes. Et puis, ben là, on nous demande, ben, comment ça se fait que vous avez... Donc, il y a beaucoup de stéréotypes là, qui nous sont accolés, tout ça. Tout ça pour vous dire que ben, les Abénakis ne sont pas les seuls qui parlent français au Québec. Donc, on a des Premières Nations qui sont francophones, parce que là, on parle de francophonie. Donc, les Abénakis sont francophones, les Huron-Wendat, les Malécites, les Atikamekw et les Inuits. Mais les autres nations autochtones sont anglophones. Alors, on a les Mi'kmaq qui sont anglophones, on a des Algonquins, on a des Cris qui sont anglophones. Donc, c'est souvent, et les Mohawks, bien sûr. Donc, les gens ont du mal à savoir comment ça se fait, comment se fait-il que ces gens-là parlent français. Nous, on est une minorité, donc parmi les Québécois, parmi les Premières Nations, qui parlent français parmi les autres Autochtones au Canada. Donc ça, il faut être conscient de ça parce que nous, on a souvent été mis comme à l'écart parce qu'on avait les informations, d'abord les informations qui venaient d'Ottawa étaient communiquées en anglais, ce qui fait que nous, il fallait passer par la traduction et souvent, ça nous arrivait ici 6 mois plus tard. Donc, on n'avait pas accès aux mêmes ressources, aux mêmes informations que les autres Premières Nations, les autres Autochtones qui vivent au Canada.
Et je vous dirais que même en tant que Première Nation francophone, j'ai participé à des rencontres au niveau national. Et ben là, c'est ça, souvent on se disait, ben oui, mais vous êtes des French Canadian Indian. Donc, vous êtes des Indiens, Canadiens, Français. Alors qu'on dit, ben non, on est des Autochtones francophones et vous êtes des Autochtones anglophones et ce n'est pas nos langues premières, c'est des langues qu'on a adoptées des colonisateurs, ces langues-là. Donc, ce n'est pas nos langues maternelles qui font de nous que nous sommes des Premières Nations. Mais même parmi les Premières Nations, il y avait de la discrimination par rapport au fait qu'on parlait français. Donc, c'est pour dire que la discrimination peut venir de partout, hein, même de l'intérieur. Pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Alors, ce qui nous a permis, en fait, de se faire connaître au Québec et de se faire connaître justement pour se faire reconnaître aussi en tant qu'identité Première Nation, c'est beaucoup par les associations nationales. Moi, j'ai participé au départ avec l'Association des femmes autochtones du Québec, qui est une association au niveau national aussi, l'Association des femmes autochtones du Canada. Donc, il y a des associations de femmes autochtones à travers chacune des provinces. Donc, ça nous a aidés, je pourrais vous dire, à se faire connaître et à se faire reconnaître au Canada comme étant on n'était pas moins Première Nation parce qu'on parlait français. C'est ça qu'il fallait. Il fallait se battre pour dire qu'on était des Premières Nations qui parlaient français parce que la colonisation a fait que nous, on a été colonisés en français d'abord. Donc, l'association aussi a permis, je vous dirais, a permis aussi aujourd'hui, permet encore aujourd'hui de faire une cohésion, de faire connaître les besoins et faire aussi lutter contre la discrimination et le racisme qu'on peut vivre dans nos communautés. Donc ça, c'est au niveau à l'intérieur du Québec, bien sûr, mais au niveau communautaire, moi, je reviens au niveau communautaire parce que l'association a fait que les gens les gens qui se sont excusez-moi. Donc, les gens qui se sont impliqués dans l'association au niveau national, au niveau provincial et aussi au niveau local. Ce qui fait qu'au niveau local, on fait du développement, on fait connaître autour de nous les besoins des autres femmes autochtones en particulier, mais ça déborde. L'Association des femmes autochtones, on parle aussi, c'est sûr qu'on mise sur les femmes, hein, la spécificité des femmes autochtones, mais aussi pour faire connaître et pour faire en sorte que dans notre milieu même, on s'implique et puis qu'on développe au niveau, on développe des habiletés au niveau communautaire pour faire en sorte d'outiller nos gens aussi à répondre, à avoir des arguments pour pouvoir se défendre, pour pouvoir donc avoir des outils. Donc ça, c'est pour nous, l'association a été vraiment bénéfique et je pourrais vous dire qu'on a subi une autre discrimination par rapport au fait qu'on était des femmes autochtones il y a maintenant 40 ans et plus, l'Association des femmes autochtones au Québec, par rapport à nos hommes. Même nos hommes, dans le milieu autochtone, il faut le dire, il faut être capable de voir aussi qu'à l'intérieur, on n'était pas crédible. Les hommes disaient qu'ils étaient capables de parler pour nous, alors que on sait que les femmes ont aussi des besoins, puis ont peut-être une autre façon de voir aussi pour être capable de se défendre, d'apporter autrement que des droits sur les territoires, mais des droits au niveau communautaire. Donc, tout ça pour vous avez 1 minute encore, madame. OK, juste 1 minute. OK, c'est bon. Donc, tout ça pour vous dire que les Premières Nations au Québec doivent se battre sur tous les points, se défendre, mais aussi, il y a des belles alliances qui peuvent se faire. Puis là, je voudrais juste compléter avec ça, surtout avec les nouveaux arrivants, avec les gens qui arrivent, parce que eux,
ils ont peut-être des stéréotypes, mais ils n'ont pas de préjugés. Ce qui fait que, et souvent, on peut faire des liens avec les gens qui arrivent parce qu'on a des valeurs qui peuvent être semblables. On s'enrichit mutuellement et puis il y a beaucoup d'échanges, c'est beaucoup plus ouvert. Donc, c'est sûr qu'on a on n'a pas beaucoup de moyens de pouvoir échanger parce que les gens autour ici, c'est pas mal francophone. Mais avec la ville à Montréal, par contre, on a fait des liens avec certains groupes qui vivent à Montréal pour justement faire des échanges. Et pas seulement lors des powwows, mais tout au long de l'année. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Madame Obam-Sawin. Et je constate que votre témoignage a résonné avec les participants et les participantes. Je lis ici un commentaire qui vient du moment où, je crois, vous disiez que les gens demandaient de quelle origine venait le nom Obam-Sawin, etc. Et il y a une participante qui commente « Je suis d'origine berbère, kabyle de l'Afrique du Nord et j'ai vécu la même chose dans mon propre pays. » Donc, clairement, il y a des gens qui voient des liens et votre présentation a beaucoup résonné avec les gens. Et j'en profite d'ailleurs. Nous sommes presque à la dernière présentation et c'est le temps de préparer vos questions. Donc, soyez bien sûr, lorsque vous posez une question dans le chat, de sélectionner All Panelists et en fait, All Panelists and Attendees. Autrement dit, il faut vraiment sélectionner, faire en sorte que votre question soit vue par les panélistes et par l'ensemble des participants pour que moi-même, je puisse la voir et la poser en votre nom à la fin de cette session. Donc, notre dernier panéliste s'appelle Mohamed Moussa. Il est chargé de programme pour les sciences sociales humaines et la jeunesse à la Commission canadienne pour l'UNESCO. Il a aussi travaillé dans le secteur des ONG avec diverses organisations au Canada et à l'étranger. Il détient une maîtrise en sciences politiques avec spécialisation dans le domaine du nationalisme et des conflits ethniques. Il nous parle aujourd'hui de la communauté comme outil de lutte contre le racisme systémique. Monsieur Moussa, bienvenue et vous avez 15 minutes. Oui, merci beaucoup. Je vais juste partager mon écran. Bon. OK. Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravi d'être ici avec vous tous aujourd'hui. Je me présente en premier. Mon nom est Mohamed Moussa. Je suis le chargé. Voilà. Maintenant, on voit votre présentation. Ah, pardon. On la voyait pas jusqu'à maintenant. Excusez. Et donc, je me présente, mon nom c'est Mohamed Moussa, je suis le chargé de programme pour les sciences sociales, humaines et la jeunesse à la Commission canadienne pour l'UNESCO. Juste pour commencer, mon histoire personnelle est aussi une histoire d'immigrés, mais de manière peut-être un peu indirecte. Mes parents sont arrivés au Canada en tant que réfugiés de Palestine. Mais moi, quand même, je suis né en Ontario, à Ottawa. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la Commission canadienne pour l'UNESCO, ainsi qu'un de nos plus grands réseaux, la Coalition des municipalités inclusives, et comment les municipalités peuvent assister à combattre le racisme systémique. Donc, peut-être juste le prochain diapo. Donc, juste pour commencer un peu, pour vous donner peut-être un peu de contexte sur l'UNESCO elle-même. Donc, l'UNESCO est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. L'UNESCO cherche à instaurer la paix par la coopération internationale en matière d'éducation, de sciences et de culture. Les programmes de l'UNESCO contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable définis dans l'agenda 2030 adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 2015. Et l'organisation elle-même compte maintenant 193 membres et 11 membres associés.
Et la prochaine diapo. Donc, la Commission canadienne pour l'UNESCO. Donc, juste pour vous parler un peu de notre commission nationale. Donc, l'une des caractéristiques les plus uniques de l'UNESCO est que sa structure de gouvernance exige de tous les États membres qu'ils créent des commissions nationales. Et donc, la Commission canadienne pour l'UNESCO, la CC-UNESCO, soutient le travail de la délégation permanente en fournissant des conseils, des recommandations et la perspective des Canadiens et Canadiennes dans les domaines liés à l'UNESCO, étant donné que nous sommes le lien entre l'UNESCO et la société civile. Parmi nos autres fonctions, on fait entendre la voix des Canadiens sur la scène internationale, assister à faciliter la mise en œuvre des activités de l'UNESCO au Canada, formuler des recommandations basées sur les perspectives de la société civile reliées à les 5 secteurs de l'UNESCO, et en plus servir de forum de réflexion et de catalyseur pour l'action collective. Et la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, la coalition des municipalités inclusives. Ce réseau, c'est comme mentionné, le plus grand réseau de notre commission nationale. Et donc, ce réseau réunit des municipalités motivées à améliorer leur politique de lutte contre le racisme, la discrimination, l'exclusion et l'intolérance. Sa force repose vraiment sur la mise en commun des expériences des membres. Ensemble, les municipalités luttent par des initiatives concrètes contre toutes les formes de discrimination pour bâtir des sociétés ouvertes et inclusives. Et pour vous parler un peu du réseau au Canada, à l'instant. Donc, au Canada, environ 100 villes sont maintenant des membres de la coalition à travers le pays. Elles mettent de l'avant des initiatives qui visent à améliorer leurs pratiques afin de favoriser l'inclusion sociale, établir des politiques contre toute forme de racisme ou de discrimination, faire la promotion des droits de la personne et de la diversité, et elles mettent en action les engagements de la coalition sur le respect, la protection et la promotion des droits de la personne et de la diversité. La procédure à suivre pour qu'une municipalité devienne membre de la coalition est assez simple et directe. Nous demandons seulement aux municipalités de faire passer une motion par leur conseil municipal déclarant leur intention de rejoindre comme membre de la coalition. Et la prochaine étape consiste vraiment pour la municipalité à signer une déclaration émanant de notre commission nationale et indiquant son intention de devenir membre, ainsi qu'à créer un plan d'action pour sa municipalité sur la manière dont elle compte atteindre certains des objectifs plus larges du réseau. Notre objectif est vraiment de rendre ce processus aussi simple pour les municipalités, inclusif et court que possible pour qu'il soit accessible à toutes les municipalités à travers le pays. Il n'y a bien sûr pas de coûts financiers associés à l'adhésion non plus. Et nous avons des villes aussi grandes que Toronto et Montréal et des villes aussi petites et rurales que Fort Saskatchewan en Alberta, par exemple, avec une population d'environ, je pense, c'est 30 000. Donc, c'est vraiment une coalition de municipalités diverses et mixtes. Et pour la prochaine diapo, juste peut-être parler un peu de pourquoi les municipalités, pourquoi notre commission nationale a vraiment ce travail à faire concrètement avec les municipalités. Concrètement, nous considérons les municipalités comme les acteurs clés dans la création des espaces inclusifs pour tous les habitants. Sans l'engagement et la défense des intérêts des municipalités, il serait beaucoup plus difficile d'envisager les changements significatifs dans la politique et le discours à d'autres niveaux de gouvernement. Entre autres, les municipalités sont aussi les principaux fournisseurs de services essentiels aux citoyens et citoyennes. Cette seule responsabilité est incroyable et il est d'autant plus important de garantir une présentation équitable et juste de ces services aussi. Les municipalités ont également l'avantage et la compétence de pouvoir obtenir les résultats rapides et tangibles sur le terrain.
en moins de temps que des autres niveaux de gouvernement, dépendant sur les enjeux spécifiques. Si cela peut signifier une plus grande responsabilité, cela témoigne également du grand potentiel des villes aussi. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et donc, je voulais vous présenter quelques exemples de ressources qu'on a eu l'opportunité de co-développer avec nos municipalités. Donc, la première, c'est une boîte à outils qu'on a développée avec nos municipalités sur le sujet d'accueillir les immigrants et les réfugiés au Canada. Et parle beaucoup du rôle des municipalités. Donc, cette boîte à outils concentre vraiment sur la manière dont les municipalités pourraient être le mieux à même de créer les environnements accueillants pour les nouveaux immigrants et les réfugiés. En publiant ce document, nous avons consulté des experts en matière d'immigration ainsi que des membres de notre réseau afin de nous assurer que les recommandations et les meilleures pratiques explorées dans la boîte à outils seraient utiles et facilement applicables aux municipalités. Et enfin, juste pour parler un peu, je pense que l'une des choses les plus intéressantes dans cette sorte de publication, c'était vraiment l'utilisation des exemples de municipalités à travers le pays, y compris des petites municipalités, les municipalités rurales, et le partage des bonnes pratiques de ces municipalités afin que tout le monde puisse en tirer quelque chose. C'est vraiment basé sur les expériences de nos municipalités membres. Pour vous présenter un de nos autres ressources aussi, juste vite fait, prochaine diapo, s'il vous plaît. De même, cette boîte à outils sur l'inclusion des personnes LGBTQ+, a été co-développée avec les experts en la matière, ainsi que nos municipalités membres. Elle fournit également des bonnes pratiques à prendre en compte par les villes et aborde directement le thème d'intersectionnalité qui était essentiel à inclure dans cette conversation aussi. Et finalement, j'aimerais vous présenter un peu sur la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Si on pourrait passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, enfin, il est important de considérer le contexte de la décennie internationale comme Commission nationale pour l'UNESCO pour les personnes d'ascendance africaine dans les conversations plus récentes qui ont été commencées sur le racisme systémique et en particulier le racisme anti-noir. La décennie internationale pour les personnes d'ascendance africaine est née de la vive inquiétude qui suscite le racisme et la discrimination à l'égard des Noirs. Et son thème est la reconnaissance, la justice et le développement. Et comme je suis sûr que la plupart d'entre vous le savent, le Canada a reconnu officiellement la décennie internationale pour les personnes d'ascendance africaine en 2018. Et la Nouvelle-Écosse, en fait, est devenue la première juridiction légale dans le monde à mettre officiellement en œuvre un plan d'action lié à la décennie internationale. Et on a eu la chance comme commission de travailler en pleine collaboration avec la province de la Nouvelle-Écosse dans cet égard. Et pour passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît, juste pour terminer, juste pour vous parler un peu de notre travail à ce sujet de la décennie internationale. Donc, la CIS-UNESCO, comme Commission nationale, a soumis un rapport au Commissariat des droits humains afin de détailler le travail de notre commission qui vise à faire progresser l'esprit et les appels de l'action à la décennie internationale, ainsi que de développer certains des défis rencontrés dans la mise en œuvre des actions. Donc, quelques petits exemples au sujet de la justice, le thème de la justice. On a collaboré avec la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent à l'Université Concordia sur un outil que les services de police et les communautés peuvent utiliser pour faciliter la discussion sur le profilage racial et social.
une préoccupation évidemment importante pour les communautés. Sur le thème de la reconnaissance, notre commission a mandaté le Comité consultatif canadien pour la mémoire du monde afin de faire avancer les propositions d'inscription relatives à l'histoire et au patrimoine des Noirs. Et finalement, sur le thème de développement, on a commandé une édition spéciale en 2 parties du magazine Diversité canadienne, qui servit au Forum des dirigeants, chercheurs et penseurs noirs canadiens pour exprimer les réalisations, l'histoire, les préoccupations et les aspirations des personnes d'origine africaine au Canada. Donc, c'est vraiment ça, c'est une idée de notre travail comme Commission nationale, mais finalement, je vous remercie tous et toutes pour m'avoir écouté et j'espère que on pourra rentrer dans une très belle discussion avec les co-panélistes. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Moussa. Vous avez fait ça en 13 minutes et 15 secondes. Je vous félicite pour votre discipline. Nous avons maintenant une période de questions qui va s'étendre sur les prochaines 23 minutes. Nous avons déjà 3 questions dans le chat qui s'adressent à 3 participants différents. Donc, je vais commencer avec la première qui s'adresse à Mme Obom-Sawin pour le travail fait avec des immigrants à Montréal. Comment avez-vous opéré les communications avec les différences de langue? Avec la différence quoi? De langue. De langue? Ah, ben, il n'y avait pas vraiment de différence. Les gens qui sont à Montréal, soit qui parlent français ou anglais. Donc, pour nous, ça n'a pas été un problème, là. Ça n'a pas été un problème. D'ailleurs, à Odanak, il y a aussi des Abénakis qui sont anglophones. Donc, pour nous, ce n'est pas du tout un problème. Donc, la première approche, ça a été au départ il y a des gens qui maîtrisent à peine le français. Donc, ça, c'est un autre défi. Mais nous, on apporte des choses. On apporte de la musique, on apporte... Donc, c'est assez simple de rentrer en contact, là. C'est juste... Parfait. Merci beaucoup. Question maintenant pour Isabelle da Silva-Gill. On sait que la cohésion communautaire dépend beaucoup de l'intégration économique des immigrants. Est-ce qu'il y a des mesures spécifiques qui sont prises par la communauté francophone de l'île du Prince-Édouard pour favoriser l'accès des immigrants racisés à des emplois de qualité, c'est-à-dire des emplois dans leur domaine de formation ou des domaines connexes? Oui, c'est certain que la question de l'emploi, c'est un grand facteur quand on parle de choix de lieux d'immigration et puis de rétention, parce que c'est certain, c'est un facteur économique juste de réalité de terrain qu'on a besoin de travailler pour pouvoir vivre et subvenir à ses besoins. Et essentiellement, au niveau de la communauté dans l'ensemble, il y a des initiatives effectivement pour les immigrants, parce qu'on sait qu'il y a toujours cette notion de les immigrants prennent les jobs des personnes qui sont là, etc. Et puis, c'est à la fois passer les messages par des organismes membres pour s'assurer que la promotion est faite et que c'est la réalité de terrain, de montrer qu'il y a une valeur ajoutée et qui ne sont pas là pour prendre des jobs, mais qu'ils apportent vraiment, et puis des fois qui sauvent certains secteurs de l'économie. Et l'autre aspect que je dirais plus concrètement, c'est, et je citerai particulièrement un de nos organismes, avant, c'était un programme qui était sous le REDE Île du Prince-Édouard, Réseau de développement économique et entrepreneurial. Puis ça a été repris par notre coopérative d'immigration francophone. Puis c'était un projet spécifique, une initiative spécifique qui s'appelle LIEN, l'acronyme pour liant nos initiatives économiques à nos immigrants, je crois, à nos nouveaux arrivants, en tout cas. Moi, vous captez, hein, vous chercherez. et essentiellement, il y avait aussi des composantes où il y avait ce parallèle, non seulement l'appui à l'employeur pour qu'ils apprennent plus et puis qu'ils soient plus accueillants, mais aussi les employés, etc., l'environnement où les personnes seraient employées
pour pouvoir permettre, cette intégration plus facile avec des formations d'interculturalité, etc. Mais aussi, je dirais qu'il y a eu des démarches concrètes par rapport à des professions dans la santé, par exemple, avec tous les défis qu'il y a sur la reconnaissance des acquis et des compétences, puis les tests de langue, etc. Donc oui, il y a des démarches concrètes qui sont faites, et vraiment avec le leadership particulièrement des organismes membres comme le REDE, CIF, etc., sans les citer spécifiquement. C'est vraiment ce genre de choses qui font que ça permet aux membres arrivant de la communauté francophone de l'île du Prince-Édouard de favoriser une meilleure intégration économique. Ouais. Mais je dirais que la question de la reconnaissance des acquis et des titres de compétences demeure un enjeu tellement crucial dans des domaines comme, par exemple, l'éducation de langue française, où on le sait, dans plusieurs régions du Canada, il y a une pénurie d'enseignants francophones en français langue première, langue seconde, qui s'aggrave. Et on a besoin de ces gens-là qui ont ces compétences en enseignement. Donc, merci beaucoup, Isabelle, pour cette réponse. Question maintenant pour Mohamed Moussa. Et je vous dirai avant de poser la question, ne soyez pas gênés, nous avons encore du temps. Donc, si vous avez des questions qui vous brûlent les lèvres, laissez aller vos doigts et tapez cette question dans le chat en vous assurant de bien diriger votre question à tous les panélistes et tous les participants. Donc, maintenant, question pour Mohamed Moussa. Avez-vous des villes dans le réseau qui l'ont rejoint après que des organismes communautaires ou des citoyens ont fait la demande auprès de leur ville pour rejoindre ce réseau? Est-ce qu'il existe des leviers pour amener notre ville à rejoindre la commission? Oui, excellente question. Absolument, je peux penser à quelques municipalités récemment qui ont adhéré, au moins en partie à cause de la pression exercée par leurs citoyens. En fait, mon conseil serait vraiment d'approcher vos conseillers municipaux, en particulier ceux qui ont montré une certaine volonté de s'engager sur ces questions d'inclusion et d'antiracisme. Et de les encourager à joindre la coalition. Généralement, la coalition est attirante pour les villes parce qu'il n'y a pas de coût financier, comme je l'ai parlé avant, associé. Et c'est aussi un moyen pour les villes, pour les conseillers municipaux, de montrer qu'il s'agisse dans une façon ou d'une autre. Mais plus que les citoyens s'engagent dans ces domaines, le mieux que ça va aller. Donc, vraiment, mon conseil serait d'approcher vos conseillers municipaux. C'est dans leurs mains, dans le fond. Merci beaucoup, Mohamed, pour cette réponse. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Je vais relancer l'invitation une dernière fois. Et en attendant, je vais remercier les 4 panélistes qui ont été avec nous aujourd'hui. Vous savez, en relations publiques, qui est mon métier, on dit souvent que ce qui est intéressant, c'est lorsqu'au lieu de dire notre présentation, on la raconte. Et vous avez fait exactement ça aujourd'hui. Vous nous avez raconté vos propos, vos témoignages, et vous nous avez fait ce cadeau de vos témoignages. Et d'ailleurs, avoir l'écho que ça a en termes de commentaires et de questions dans le chat, clairement, ça a eu une résonance parmi les participants et les participantes au symposium. Donc, en leur nom et en mon nom personnel, je vous remercie infiniment pour votre participation aujourd'hui. J'en profite également pour remercier les panélistes qui se sont succédés au fil des 5 jours de ce symposium, qui ont nourri notre réflexion sur des enjeux sur lesquels nous devons absolument poursuivre la réflexion. Donc, notamment les impacts de la pandémie sur les populations plus vulnérables, également l'intégration, l'inclusion, le choix du vocabulaire inclusif, le choix des définitions inclusives, mais également comment poursuivre la lutte contre le racisme anti-noir et anti-personnes racisées. Donc, merci à tous les panélistes et toutes les panélistes. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je copie-colle dans le chat à l'instant
Le formulaire d'évaluation, vous le connaissez si vous avez été ici pour le reste de la semaine. Donc, je vous demande de, s'il vous plaît, bien vouloir remplir ce formulaire. Ça nous aide à voir quel point nous devons améliorer pour vous offrir toujours un meilleur contenu et un symposium encore plus nourrissant. Et sur ce, je vais m'assurer de voir que j'ai couvert tous les points qu'on m'a demandé de couvrir avant de parvenir aux mots de la fin qui nous seront livrés par deux personnes. Donc, j'invite tout d'abord Corinne Prince d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre hier, donc à nous livrer quelques paroles. Bon, est-ce que c'est clair? On vous entend très bien. Excellent, Serge. Merci beaucoup. C'est pas possible que la semaine a déjà fini. Incroyable. Ben, j'ai été très honorée de prendre part à cette 14e édition du Symposium annuel sur l'immigration francophone et c'est un vrai honneur de le fermer aujourd'hui avec mon partenaire Alain. Je dois dire qu'ayant grandi dans la province de la Saskatchewan, en milieu francophone minoritaire, je comprends les réalités auxquelles font face les francophones de notre pays. Avoir l'occasion de discuter de ces enjeux importants me permet non seulement de contribuer concrètement à l'avancement de ces enjeux, mais également de renouer avec mes racines. Et Alain, un gars de Sudbury, la comprend aussi. À ce sujet, je tenais à partager avec vous que c'est avec un grand plaisir que j'ai récemment accepté le poste de directrice générale de l'immigration francophone et les langues officielles partie 7 à la demande de ma sous-ministre et ministre Medicino. Et je ne pouvais espérer un meilleur moment pour accepter ces nouvelles fonctions. L'immigration francophone a vraiment le vent dans les voiles en ce moment et c'est entre autres grâce aux discussions actuelles entourant la modernisation de la loi sur les langues officielles et la récente publication du document de réforme du gouvernement fédéral où l'immigration est soulignée. En effet, pour la première fois de l'histoire du Canada, le gouvernement propose d'ajouter l'immigration à la loi. Non seulement pour soutenir la vitalité des communautés de langues officielles en situation minoritaire, mais aussi pour contribuer à accroître le poids démographique des francophones et la proportion des locuteurs d'expression française hors Québec. Évidemment, nous ne pouvons pas sous silence le contexte actuel du pandémie dans lequel se tiennent ces discussions. Le COVID-19 constitue une menace pour la santé des gens. Elle défie notre système d'immigration et amplifie le racisme systématique et les inégalités de longue date, en particulier pour les nouveaux arrivants racialisés. Bien que la santé et la sécurité des gens soient centrales à nos décisions, il est important pour moi de rappeler que par la nature même de son mandat, l'IRCC s'applique sans relâche à célébrer la diversité qui accompagne l'immigration. Ainsi, nous veillons à ce que la diversité et l'équité raciale soient respectées dans l'ensemble de nos décisions. Sachez qu'à IRCC, notre réponse à la pandémie et à ces défis demeure notre priorité, alors que nous continuons d'adapter nos opérations pour aider ceux qui souhaitent immigrer au Canada et pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants qui sont déjà ici. Nous nous adaptons notamment afin de réduire les obstacles et les
inégalités économiques et sociales, et pour favoriser la cohésion communautaire dans un contexte de diversité. Nous continuerons de travailler avec vous, avec les fournisseurs de services d'établissement qui contribuent à favoriser des communautés accueillantes, inclusives et socialement justes pour les nouveaux arrivants d'expression française. Je dois dire que les échanges tenus tout au long de la semaine nous ont permis de réaffirmer publiquement notre engagement continu à soutenir l'immigration francophone dans les communautés francophones en situation minoritaire et à atteindre la cible de 4,4% d'ici 2023, tout en nous concentrant toujours sur la santé et la sécurité des gens. Comme le ministre Mendicino, lundi de cette semaine, l'a souligné lors de son discours, il s'est saisi de ce dossier et accorde une importance particulière à l'immigration en tant qu'un des outils pour contribuer à la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire et au soutien de la dualité linguistique canadienne. Sa présence et son discours d'ouverture au présent symposium envoient un signal fort du ministère sur ses engagements. À ce sujet, permettez-moi de revenir quelques instants sur les quelques actions concrètes illustrant l'engagement du gouvernement. Numéro 1, le plan des niveaux d'immigration 2021-2023 fixe des objectifs d'immigration ambitieux, les plus ambitieux que jamais dans l'histoire de notre pays, et souligne l'importance des nouveaux arrivants pour la reprise économique du Canada après la pandémie. Deuxième chose, le ministère prend les mesures concrètes pour faire progresser la stratégie en immigration francophone existante en travaillant avec des collègues provinciaux et territoriaux, ainsi qu'avec des intervenants francophones, et en finançant avantage d'organismes francophones pour offrir des services d'établissement aux nouveaux arrivants d'expression française. Ce financement permettra de soutenir ces ambitions et de soutenir nos engagements. Troisième chose, présentement, nous finançons au moins 80 organisations francophones à hauteur de 53 millions de dollars pour fournir des services en appui de parcours d'intégration francophone et au renforcement des capacités du secteur d'établissements francophones. Quatrième, et ça c'est près de mon cœur, des actions telles que l'initiative des communautés francophones accueillantes, qui appuiera 14 communautés francophones en situation minoritaire dans leurs efforts pour attirer les nouveaux arrivants d'expression française et créer des espaces où ceux-ci se sentiront les bienvenus. Cinquième chose, dans le but de faire connaître, promouvoir et appuyer l'apprentissage du français et de l'anglais, IRCC travaille étroitement avec les provinces et territoires pour assurer une offre complémentaire en formation linguistique. D'ailleurs, nous sommes heureux de vous voir inscrit très clairement dans la plus récente lettre du mandat du ministre Mendicino la priorité mise sur la formation en français pour tous les nouveaux arrivants. De plus, sous le chapeau de la modernisation de la loi sur les langues officielles, notre ministère examine les meilleurs moyens pour améliorer l'accès aux opportunités d'apprentissage ou d'amélioration des compétences des nouveaux arrivants dans les 2 langues officielles du Canada. Notre programmation de formation linguistique pour l'établissement devient donc intégrale à l'amélioration de la vitalité du français et de l'anglais à travers le pays. Malgré nos efforts et réalisations, nous devons en faire davantage. C'est pourquoi il est nécessaire de redoubler nos efforts pour attirer, sélectionner, intégrer et retenir
les immigrants d'expression française. Je suis consciente que la reprise post-COVID ne serait pas facile, mais je crois fermement que pour le Canada, l'immigration, y compris l'immigration francophone, jouera un rôle clé dans notre voie à suivre. Permettez-moi de vous dire par ailleurs que les discussions pour le prochain plan d'action pour les langues officielles ont déjà commencé. Nous aurons besoin de vos idées et votre contribution pendant les prochains mois. Une approche concertée sera essentielle. Votre engagement est précieux dans le développement d'un plan cohérent qui saura répondre aux défis et réalités exposées. Et je suis très, très chanceuse d'avoir un partenaire comme Alain et le FCFA de continuer ce travail avec nous main en main. Je vous invite donc à nous soutenir dans cet élan, car c'est l'aide des organisations et sans l'appui des communautés, gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, la tâche sera plus difficile. Nous avons besoin de vous tous pour atteindre nos objectifs. Seul un travail collaboratif nous permettra d'avancer significativement. Je voudrais donc terminer cette allocation en féliciter la FCFA pour le grand succès cette année et de vous féliciter pour avoir pris part à cette 14e édition du Symposium annuel sur l'immigration francophone. Les nombreux échanges contribueront certainement à accroître la création, le partage et la diffusion des connaissances pour éclairer les actions et stratégies sur l'immigration francophone. Et n'oubliez pas, l'année 2021, c'est l'année de l'immigration francophone. Merci beaucoup. Merci Serge. Bon week-end. Merci beaucoup, Madame Prince. Et pour terminer ce symposium qui s'est étendu sur 5 jours, je vais vous présenter notre dernier interlocuteur. Mais juste avant, on m'informe que je devrais remettre dans le chat le lien vers l'évaluation parce que nous avons seulement 9 répondants à date et je vois 80 participants. Donc, pour bien faire, je vais remettre le lien 3 fois. Voilà. Et donc, maintenant, je passe la parole pour le deuxième mot de la fin à mon collègue Alain Dupuis, qui est directeur général de la FCFA. Merci beaucoup tout le monde. Moi, je vais y aller de façon un peu plus informelle pour terminer, mais juste pour vous remercier vraiment du fond du cœur pour cette belle semaine. Merci aux panélistes aujourd'hui. C'est toujours touchant d'entendre les témoignages personnels. Je pense qu'on peut comprendre une situation de façon intellectuelle, mais quand on entend vos témoignages et vos expériences, ça nous amène plus loin puis ça nous touche droit au cœur. Alors, merci beaucoup pour ces efforts-là aujourd'hui, puis tout au long de la semaine à cette riche brochette de panélistes qu'on a pu recevoir. Déjà 14e symposium terminé. On espère bien que le prochain sera en personne. Hein. C'est ce qu'on souhaite pour pouvoir échanger avec vous puis aller à la rencontre. Mais on a été des centaines de personnes en ligne cette semaine. Alors, je suis quand même très fier de la participation. Mais aussi, merci. Je vais commencer les remerciements. Merci, Corinne, pour ces bons mots. On a du pain sur la planche, absolument, pour la prochaine année et les années à venir, mais avec un partenaire comme IRCC, j'ai confiance que ça va bien se passer. Et merci d'ailleurs à IRCC de nous offrir cette occasion-là. Sans l'appui financier, évidemment, là, de votre ministère, cette journée-là ne serait pas possible. Alors, un grand merci à vous. Merci aussi au comité organisateur. Alors, on avait Brigitte Chavez de Statistique Canada, Ali Matouba de l'Université de Saint-Boniface, Leila Salle de l'Université de Moncton, Stéphanie Sinaré d'Immigration Canada et Christophe Trenel de l'Université de Moncton. Je remercie nos animateurs, Serge Quimper
Quinté de la FCFA, mais aussi Émilie Nicolas qui nous a accompagnés tout au long de la semaine. Merci aussi à l'équipe de la FCFA, Yasmina Boubzari, notre directrice, Emmanuel Morin qui s'occupe là, vraiment de la promotion, Guillaume Deschamps-Thériault aussi qui a assuré la coordination de l'événement. Et donc, je pense que cette semaine, on a entendu plusieurs idées et qui, moi, en tout cas, m'amènent à l'action. Je pense que c'est ça l'objectif du symposium, c'est de réfléchir, mais surtout de nous pousser à agir. Alors, on a vu que la pandémie a un impact sur les flux migratoires partout dans le monde et c'est sûr que ça va avoir un impact sur l'immigration francophone. Alors, ça va être important pour nous de positionner avec vous tous le dossier de l'immigration francophone pour qu'on puisse atteindre nos cibles d'ici 2023. Ça va être important aussi qu'on puisse adresser les inégalités sociales qui ont été exacerbées par cette pandémie, notamment la précarité dans laquelle des Noirs qui ont été les plus affectés par cette pandémie-là, mais aussi les personnes racisées, les nouveaux arrivants qui ont été particulièrement touchés, souvent qui sont dans des rôles de première ligne et qui appuient l'ensemble de nos communautés. Et donc, je pense qu'on a un devoir d'agir. Je pense aussi qu'on voit là, à quel point nos droits linguistiques est important de toujours être vigilant, particulièrement en situation de crise. Alors, il y a du travail à faire là au niveau des situations d'urgence et s'assurer que nos 2 langues officielles soient bel et bien mises de l'avant. Et je pense qu'il y a une soif dans nos communautés et un désir d'inclusion à l'égard de la diversité culturelle. Hier, on entendait des témoignages sur les situations de racisme qui peuvent toujours exister. Et donc, l'importance qu'on travaille vraiment des stratégies d'inclusion, de lutte contre le racisme et de cohésion communautaire. Et donc, la FCFA sera toujours là à votre appui pour avoir ces réflexions et ces conversations importantes-là, mais aussi pour s'outiller. Et aujourd'hui, j'ai la fierté de vous présenter, et je viens de le mettre dans le chat, nous lançons aujourd'hui un guide sur l'inclusion, un guide d'outils, de pratiques gagnantes qui peuvent être mises en œuvre à travers le réseau communautaire, que vous soyez un leader, une présidence d'organisation, un directeur général ou simplement des bénévoles. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer dans l'inclusion et dans la célébration de notre diversité. Donc, je vous invite à aller feuilleter le guide sur l'inclusion, un outil dont nous sommes très fiers. Et donc, je vous remercie en terminant. Si vous souhaitez une copie, dernière petite chose, si vous souhaitez une copie papier du guide sur l'inclusion, envoyez-nous un petit courriel et ça va nous faire plaisir aussi de vous en envoyer un. Donc, merci en cette fin d'après-midi. Bonne fin de semaine à tout le monde et au plaisir de vous retrouver l'année prochaine pour notre 15e symposium annuel en immigration francophone. Au revoir tout le monde. Et effectivement, disons que ce sera, on va espérer, comme disait Alain, un symposium en personne, mais qui aurait pu imaginer il y a 1 an qu'on réaliserait un symposium entièrement en ligne pendant une période de 5 jours? Comme quoi, il y a des nouvelles pratiques, des nouvelles façons de faire, des façons d'innover en francophonie qui sont très intéressantes. Donc, il faut aussi quand même se féliciter pour cela. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. À bientôt.